Le titre de mon intervention est « Sommes-nous plus libres parce que le monde va au hasard ?» Et la thèse qui est par exemple issue de la physique quantique, mais qui est une thèse plus ancienne, disons, selon laquelle le monde va au hasard, au moins partiellement au hasard. La physique quantique ne nous dit pas que le monde fait n'importe quoi, elle nous dit qu'il y a une part de hasard dans la marche du monde. Est souvent accompagnée d'une autre thèse qui est présentée comme une conséquence, comme une conclusion de cette thèse, que de ce fait, nous sommes plus libres. Le hasard étant plus ou moins la cause, à la fois la cause et le garant de notre liberté. Alors ce lien entre hasard et liberté est très ancré dans notre culture. Par exemple, si vous cherchez dans le dictionnaire, si vous cherchez dans le Petit Robert, à l'entrée liberté, eh bien, on vous dit que, bon, il y a bien sûr plein de significations du mot liberté, mais la signification, on va dire, métaphysique du mot liberté, eh bien, c'est que la liberté est le caractère indéterminé de la volonté humaine. Et ensuite, il y a un renvoi. On vous dit que pour bien comprendre ce qu'est la signification du mot liberté, il faut aller à l'entrée indéterminisme. Et c'est cette thèse d'un lien logique entre le hasard et la liberté que je voudrais discuter ici avec vous ce soir, et non pas la thèse selon laquelle le monde va au hasard ou non, qui est une thèse complètement indépendante, et sur laquelle les arguments scientifiques et philosophiques à développer sont tout à fait différents, et par exemple ceux que Alain Aspect a développés dans son intervention sont liés à cette thèse, enfin soutiennent cette thèse que le monde va au hasard ou non, enfin si j'ai bien compris son intervention, c'est plutôt qu'il va au hasard, et la question du lien entre hasard et liberté, une question tout à fait différente, bien entendu, et c'est celle-ci que je vais essayer d'interroger. Alors, il y a un argument traditionnel pour expliquer que nous sommes libres parce que le monde va au hasard, qui consiste à essayer d'imaginer ce que serait un monde totalement déterministe, et à essayer de montrer que dans un monde totalement déterministe, nous ne pourrions pas être libres. Alors pourquoi est-ce que nous ne serions pas libres? Eh bien, pour employer un vocabulaire un peu religieux, mais que je vais prendre ici dans un sens plus laïque, nous ne serions pas libres parce que le futur serait déjà écrit. Alors il serait écrit où? Il ne serait pas écrit dans un livre, il serait écrit dans le présent, puisque précisément le déterminisme peut se définir comme le fait que l'état du monde demain ne dépend que d'une seule chose, qui est l'état du monde aujourd'hui, et bien sûr des lois qui régissent la marche du monde. Alors ainsi, dans un monde déterministe, si demain je me lève et je vais prendre l'avion à l'aéroport pour aller à Florence, eh bien c'est parce qu'aujourd'hui, cet événement était déjà écrit dans l'état du monde aujourd'hui, et le déroulement de la marche du monde déterministe a fait que de l'état d'aujourd'hui, on est arrivé à cet état du monde où j'ai pris l'avion pour aller à Florence. Et dans cette vision déterministe du monde, on ne voit pas comment je pourrais être libre d'aller à Florence, on ne voit pas comment ma décision, ma volonté d'aller à Florence pourrait jouer, puisque de toute façon, tout est déjà là, tout est déjà écrit, et donc je n'ai aucune liberté, je n'ai aucune possibilité de décider moi-même d'aller à Florence. C'est juste des forces, les forces de la marche du monde qui font que j'y vais. Et donc la seule manière d'expliquer que j'ai une certaine liberté d'aller à Florence, la seule manière d'expliquer que le fait que j'aille à Florence est le fruit de ma volonté et non pas de la simple marche du monde, est de supposer que le monde aille au moins partiellement au hasard. Alors, quand nous observons cet argument, nous ne pouvons manquer d'être frappés au moins par deux choses. La première est que nous opposons ou nous relions deux concepts dont l'un est relativement bien défini et l'autre pas du tout. Alors, le concept de déterminisme est relativement bien défini comme le fait que l'état du monde demain dépend uniquement de l'état du monde aujourd'hui et des lois qui régissent la marche du monde. Et l'indéterminisme, le hasard, eh bien c'est le contraire. C'est l'idée que l'état du monde demain ne dépend pas uniquement de l'état du monde aujourd'hui, mais d'une autre source qu'on appelle le hasard. En revanche, le mot liberté est beaucoup moins bien défini, et donc une chose qu'il faudra à un moment faire, c'est se poser la question de ce que nous entendons exactement par liberté si nous voulons trancher cette question d'un lien entre la liberté et le hasard. Mais la seconde chose qui est frappante, et qui, à mon sens, est encore plus frappante, est que cet argument présente moi comme étant
extérieure au monde. Donc on a l'impression que le monde est une espèce de gigantesque table de billard sur laquelle des boules se choquent, rebondissent, etc. Mais moi, je ne suis pas allongé sur la table de billard, ou je ne suis pas en train de courir parmi les boules sur la table de billard, je suis comme le joueur de billard, c'est-à-dire à côté du billard. Et de la même manière, si vous connaissez des chimistes, vous devez savoir que les chimistes ne sont pas dans les tubes à essai. Ils sont à côté des tubes à essai et ils regardent les tubes à essai et parfois ils regardent les tubes à essai en surplomb, c'est-à-dire les tubes à essai sont sur la paillasse et le chimiste est au-dessus et il regarde les tubes à essai en n'étant pas lui-même dans un tube à essai ni petit ni grand. Et donc c'est cette vision de l'observateur qui est extérieure au système observé qui se manifeste, et cette vision est une vision extrêmement courante, et elle se manifeste par exemple quand pour exprimer une idée vers laquelle je vais volontiers, que le monde qui nous entoure n'est pas une simple perception de nos sens, le monde existe, si vous voulez, nous ne sommes pas juste victimes d'une illusion en croyant que le monde existe, nous disons parfois en employant une expression maladroite que le monde existe indépendamment de nous. Et quand nous employons cette expression pour dire que le monde existe indépendamment de nous, nous nous plaçons ipso facto à l'extérieur du monde. Alors, nous passons d'une idée relativement naturelle de dire bah, là le monde existe, à une idée qu'il existe indépendamment de nous, comme si nous n'étions pas dans le monde. Alors, cette vision du monde, je vous ai dit, elle est extrêmement courante et elle est héritière d'une très longue tradition philosophique qu'on appelle l'idéalisme. Et l'idéalisme plaçait notre âme à l'extérieur du monde matériel. Et donc, vous voyez que c'est la même image. Vous avez le monde matériel et puis vous avez votre âme. Et puis maintenant, vous avez le monde et puis vous qui observez le monde ou vous qui êtes placé à l'extérieur du monde ou votre volonté qui est à l'extérieur du monde. Et cette vision du monde, elle est implicite dans l'argument selon lequel nous sommes plus libres parce que le monde va au hasard. Quand nous disons, par exemple, que dans un monde déterministe, le fait que j'aille à Florence ou non dépend uniquement de l'état du monde aujourd'hui et non de ma volonté d'aller à Florence, eh bien, nous plaçons implicitement ma volonté d'aller à Florence, non pas dans une petite partie du monde qui serait à l'intérieur de ma boîte crânienne, mais à l'extérieur du monde, puisque nous voyons la marche du monde, l'état courant du monde, comme quelque chose qui est indépendant de ma volonté. Quand nous disons ce n'est pas ma volonté, puisque c'est la marche du monde, mais en faisant ça, nous plaçons implicitement ma volonté à l'extérieur du monde. Et le point de vue que je veux discuter et défendre aujourd'hui avec vous, c'est que nous pouvons faire l'hypothèse inverse, c'est-à-dire nous pouvons essayer de considérer au contraire que nous sommes une partie du monde, que nous observons toujours le monde de l'intérieur et jamais de l'extérieur. Nous sommes nous-mêmes des objets sur lesquels la physique, la biologie et la psychologie ont des choses à dire. Nous sommes nous-mêmes des parties du monde. Et si nous faisons cette hypothèse, le lien entre déterminisme et entre hasard et liberté, entre déterminisme et liberté, se pose d'une manière complètement différente. Et alors, tout d'abord, la définition que nous donnons du mot liberté, la définition que nous donnons du mot possibilité, la définition que nous donnons du mot volonté est complètement différente. Alors, tout d'abord, comment décrire le monde? Nous devons un tout petit peu, si nous voulons raisonner sur ces questions, nous devons un tout petit peu construire un modèle du monde. Et alors, je vais construire un modèle qui ne brille pas par sa complexité, qui est un modèle extrêmement simpliste du monde, mais qui va nous suffire pour discuter de cette question. Et puis après, on pourra discuter, si vous voulez, de comment rendre le modèle plus proche de la réalité. Alors, on peut partir de l'idée que le monde est un ensemble d'objets, et ces objets, vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez penser que le monde est un ensemble d'atomes. Alors, il y a de l'ordre de 10 puissance 80 atomes, donc vous avez cet ensemble d'atomes. Ou alors, vous n'êtes pas obligé de descendre à ce niveau microscopique. Vous pouvez considérer que le monde est un ensemble de personnes, ou un ensemble d'animaux, ou enfin, bref, il y a un ensemble d'objets.
Mais il ne suffit pas de dire le monde est un ensemble d'objets. Ce qui est intéressant, ce n'est pas les objets qui sont au monde, c'est la manière dont ils interagissent, bien entendu. Et donc, on peut modéliser grossièrement cette interaction comme l'idée que ces objets s'échangent de l'information. Alors, cette information, les physiciens pourraient l'appeler un champ, par exemple. Donc, si vous voulez, quand ici, il y a sur cette table moi et puis ce clavier, on va dire que si je pousse ce clavier ici, bon, ben voilà, il y a un objet qui est moi, qui échange de l'information avec le clavier. Donc l'information, c'est une espèce de force électromagnétique, bon bref. Et l'état du clavier, qui était ici tout à l'heure, qui maintenant est là, vous voyez rien sans doute, mais enfin bon, vous voyez ce que j'ai fait avec le clavier, eh bien l'état du clavier dépend des messages qu'il reçoit des autres objets qui sont dans le monde. Donc je vais me contenter de ce modèle simpliste, mais ça va au moins nous guider pour la discussion. Et bien entendu, si vous voulez attaquer les idées que je défends, une manière de le faire, c'est d'attaquer le modèle. Alors maintenant, nous devons dans un second temps isoler dans toute cette ensemble d'objets dont le monde est constitué un petit sous-ensemble que nous allons appeler moi. Et alors, si on prend des animaux ou des personnes comme les objets, il y a juste un objet qui s'appelle moi. Et puis si on avait pris des atomes, eh bien il doit y avoir de l'ordre de 10 puissance 23, ou j'ai bien peur maintenant 10 puissance 24, atomes qui constituent ma personne, tout ça au sein des 10 puissance 80 atomes qui constituent l'univers. Et vous voyez qu'ici, nous avons une perspective complètement différente de la perspective traditionnelle, de la perspective idéaliste qui est par exemple illustrée par Descartes. Pour Descartes, il y a d'abord le moi et ensuite le monde. Et là, nous faisons exactement l'inverse, c'est-à-dire nous faisons l'hypothèse, nous nous plaçons sous une hypothèse différente. Descartes n'a pas tort, mais il fait une hypothèse, et là nous faisons l'hypothèse inverse, qui consiste à dire il y a d'abord le monde, et puis à l'intérieur du monde, il y a un petit bout là du monde qui s'appelle moi. Mais c'est uniquement dans un second temps que nous isolons cette partie du monde que nous appelons le moi. Et alors, puisque nous sommes en train de faire des définitions, tous les autres atomes de l'univers qui ne sont pas moi, nous allons les appeler le reste du monde. Donc il y a moi et le reste du monde. Et pas comme chez Descartes, moi et le monde. Il y a moi et le reste du monde. Alors nous pouvons maintenant que nous avons brièvement décrit ce modèle, nous pouvons donner une première définition d'une notion qui est la notion de possibilité. Donc la phrase « j'ai la possibilité d'aller à Florence » signifie qu'il existe des informations que je peux communiquer. Donc vous voyez, je suis un petit sous-ensemble du monde, et il y a des informations qui partent des atomes qui constituent ce sous-ensemble du monde et qui vont vers d'autres atomes. Et donc il y a un certain nombre d'informations que je peux communiquer au reste du monde, et qui sont telles que si je les communique au reste du monde, eh bien demain je serai à Florence. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous connecter sur le web, réserver un billet, acheter un ticket de RER, aller à l'aéroport, donner votre passeport, etc. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des actions que vous faites. Alors ces actions, dans notre modèle, c'est juste de la transmission d'informations à d'autres atomes, à d'autres éléments qui constituent le monde. Et donc s'il existe un certain nombre d'actions qui m'amènent à Florence, eh bien on va dire que j'ai la possibilité d'aller à Florence. Alors par exemple, vous assistez en ce moment à une conférence, mais vous avez la possibilité d'aller boire un café au Café des Techniques qui se trouve à côté. Il vous suffit de vous lever et de sortir et de marcher jusqu'au Café des Techniques et vous vous trouverez au Café des Techniques. En revanche, si vous étiez jeté au fond d'un cachot dont vous n'aviez pas la clé, en général, quand vous êtes jeté au fond d'un cachot, on ne vous donne pas la clé avec, eh bien, quelles que soient les actions que vous allez entreprendre, vous n'allez jamais arriver au Café des Techniques du Conservatoire des Arts et Métiers, dont vous n'avez pas la possibilité d'aller boire un café au Café des Techniques, c'est l'inconvénient d'être dans un cachot. Alors, maintenant, nous avons défini la notion de possibilité, nous pouvons de même définir la notion de volonté, et on peut dire que j'ai la volonté d'aller demain à Florence, si, à supposer que j'ai la possibilité, alors je le ferai. Alors c'est une définition un peu forte de la volonté, parce qu'il se peut que je veuille aller à Florence, que je puisse aller à Florence et que j'y aille pas, mais en fait non. On va considérer que si j'ai la possibilité d'aller à Florence et que je n'y vais pas, eh bien c'est que je n'avais pas envie d'y aller, c'est que je n'avais pas la volonté d'y aller.
Alors il se peut que j'ai dit que j'ai la volonté d'y aller, que j'ai cru que j'ai la volonté d'y aller, que j'ai eu à un moment la volonté d'y aller, mais au moment où il fallait le faire, je ne l'ai pas fait, donc ça c'est un signe que j'en avais pas la volonté. Et enfin, nous pouvons donner une définition du mot liberté en disant qu'une personne est plus libre qu'une autre si elle peut davantage, c'est-à-dire s'il y a davantage de choses qu'elle peut faire, ou alors si sa volonté, c'est équivalent, c'est une définition équivalente, ou alors si sa volonté est plus fréquemment accomplie. Donc par exemple, vous êtes plus libre ici, assis dans l'amphi Abbé Grégoire, que jeté au fond d'un cachot, puisqu'il y a plein de choses que vous pouvez faire quand vous êtes dans cet amphi, que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes dans un cachot, comme par exemple aller boire un café au café des techniques. Alors maintenant que nous avons donné ces définitions, je crains que les définitions que nous avons données, qui s'appuient complètement sur cette idée que nous sommes à l'intérieur du monde et pas à l'extérieur du monde, nous mènent exactement à la conclusion inverse de celle que nous avions évoquée au tout début de la conférence. En effet, nous pouvons beaucoup plus dans un monde déterministe que dans un monde aléatoire. Alors pourquoi ? Essayez d'imaginer un monde qui serait beaucoup plus aléatoire que le monde dans lequel nous sommes. Alors dans ce monde-là, à chaque fois que vous allez à l'aéroport et que vous avez un billet d'avion pour aller à Florence, vous montez dans un avion. Et alors il y a 3 possibilités qui ont chacune une probabilité 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Alors la première possibilité, c'est que vous allez à Florence. La deuxième possibilité, c'est que vous atterrissez à Limoges. Et la troisième possibilité, c'est que vous atterrissez à Roubaix. Voilà, c'est le monde qui est comme ça. À chaque fois que vous prenez l'avion pour Florence, vous allez ou bien à Florence, ou bien à Limoges, ou bien à Roubaix. Alors peut-être vous pouvez trouver un certain charme à ce monde. En tout cas, on ne peut pas lui nier que c'est un monde plein de surprises. Vous allez voir, vous avez pris votre chapeau de paille pour aller en Italie et vous vous retrouvez à Limoges. Il y aurait plein de surprises. D'ailleurs, on m'a raconté, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ça n'a aucune importance, on m'a raconté qu'à une certaine époque, il y avait des compagnies aériennes qui vendaient des billets, vous ne saviez pas pour quelle destination, vous alliez à l'aéroport, puis pop, on vous envoyait à l'autre bout du monde, alors il fallait à la fois prendre des après-ski et un chapeau, etc. C'était très rigolo, voilà, vous vouliez aller à Florence, vous arriviez à Limoges, et puis vous pouviez faire ça tous les week-ends. J'espère que les billets étaient moins chers que les billets pour Limoges, mais voilà. Alors on peut trouver ce monde très beau, très amusant, de la même manière que nous pouvons aimer être surpris par un cadeau. Quand on nous offre un cadeau, si on l'enveloppe, c'est précisément parce qu'on veut ménager un certain effet de surprise, puis pof, le cadeau ne vous plaît pas du tout, mais vous avez au moins l'effet de surprise. Bon. Et donc, je ne dis pas que ce monde serait mieux ou moins bien. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que nous y serions moins libres. Puisque nous n'aurions pas la possibilité d'aller à Florence quand nous voulons aller à Florence, nous n'aurions pas la possibilité d'aller à Roubaix quand nous voulons aller à Roubaix, nous n'aurions pas la possibilité d'aller à Limoges quand nous voulons aller à Limoges, nous aurions juste la possibilité de prendre un avion et puis de nous retrouver dans l'une des 3 destinations. Notre volonté d'aller à Florence serait moins souvent accomplie. Elle serait accomplie exactement une fois sur 3. Donc elle serait moins souvent accomplie. Donc nous ne pouvons pas dire que dans ce monde complètement aléatoire, nous serions plus libres. Nous serions peut-être plus heureux, mais nous ne serions pas plus libres. Alors heureusement, ou malheureusement, ça c'est à vous de choisir, enfin moi je dirais plutôt heureusement, nous ne vivons pas dans un tel monde, et même si la physique quantique nous apprend que la marche du monde est certes aléatoire, des arguments que Raphaël Lachaise-Ray a très bien résumés, nous montrent qu'à grande échelle, eh bien, nous sommes capables, et ça j'en ai une espèce de preuve empirique, nous sommes capables de fabriquer des avions qui vont à Florence quand nous décidons qu'ils aillent à Florence, et des avions qui vont à Limoges quand nous décidons qu'ils vont à Limoges, et des avions qui vont à Roubaix quand nous décidons qu'ils vont à Roubaix. Nous avons malgré tout, à l'échelle macroscopique, une manière de maîtriser le hasard, en particulier par la loi des grands nombres que Raphaël Lachaise-Ray nous a présenté. Donc ce lien entre hasard et liberté, il faut commencer à se dire que peut-être c'est juste une erreur, ou une erreur qui est due à une hypothèse, c'est-à-dire que si nous faisons l'hypothèse que nous sommes à l'extérieur du monde, et je vais y revenir, à ce moment-là, l'argument que j'avais donné au début a un sens, mais si nous faisons l'hypothèse que nous sommes à l'intérieur du monde, que nous sommes une partie du monde, à ce moment-là, l'argument ne fonctionne plus parce qu'il s'appuie sur cette hypothèse, et nous avons pris l'hypothèse inverse. Alors cependant, il y a un aspect que je n'ai pas examiné, qui est important d'examiner, c'est l'idée que la liberté ne provienne pas
du caractère aléatoire de la marche du reste du monde. Le reste du monde, vous vous souvenez, c'est tout le monde sauf moi. Mais que notre liberté provienne du caractère aléatoire de la marche de ce petit bout de monde que j'ai appelé moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le libre arbitre. Et c'est le caractère indéterminé de la volonté. Et si nous regardons, si nous prenons en compte cet aspect de notre indétermination de la volonté, c'est-à-dire que nos volontés elles-mêmes seraient aléatoires, nos volontés elles-mêmes seraient dues au hasard, eh bien, j'ai l'impression que ça n'ajouterait ni ne retrancherait rien à notre liberté. C'est-à-dire le fait que je décide d'aller à Florence, le fait que je veuille aller à Florence, eh bien là, serait complètement aléatoire. Mais le fait que j'y aille ou pas, eh bien, ça ne change rien. Ça serait accompli dans un certain cas et pas accompli dans un autre. Et donc, cette question de l'origine de notre volonté, elle est complètement indépendante de notre liberté. Et donc là, on peut se dire, ça c'est peut-être une limite à la définition un peu simpliste que j'ai donnée de la liberté. Peut-être c'est cette définition qui pose un problème. Mais je crois que ce n'est pas le cas, parce que je crois que si le fait que je décide d'aller à Florence ou non dépendait d'un tirage à pile ou face, ou alors dépendait que cet électron-là qui se trouve ici, quelque part, dans mon cerveau, prenne aléatoirement, enfin son spin prenne aléatoirement la valeur 1,5 ou moins 1,5, je ne vois pas en quoi ça me rendrait plus libre que ma décision, mon souhait d'aller à Florence, dépendent du spin d'un électron qui prend subitement la valeur 1,5 ou moins 1,5, que si ça vient d'un traumatisme d'enfance, un film que j'ai vu sur Florence, etc. Je ne vois pas en quoi ça changerait notre rapport à la liberté, et donc je crois que c'est une certaine solidité, une certaine robustesse de cette définition de la notion de liberté, qu'elle ne soit pas attaquée par cette observation, que non seulement le reste du monde va au hasard, mais également notre propre moi va au hasard. Alors, pour conclure, je voudrais examiner l'hypothèse inverse, une hypothèse que je vous ai dit qui est assez populaire, qui est assez partagée. Et il y a beaucoup de gens qui pensent, qui se placent dans cette tradition idéaliste et qui pensent que la bonne hypothèse à considérer n'est pas l'hypothèse que nous sommes à l'intérieur du monde, mais que nous sommes à l'extérieur du monde. Et dans le vocabulaire qui est propre à la tradition idéaliste, nous ne pouvons pas parler du reste du monde, parce qu'il n'est pas possible de retrancher le moi au monde, puisque, par construction, nous avons mis le moi à l'extérieur du monde. Donc il n'y a pas de possibilité d'utiliser ce concept de reste du monde, mais ce que nous disions du reste du monde avant s'applique maintenant au monde. Et donc là, on peut se dire, en fait, cette brouille entre l'idéalisme et, on va dire, le matérialisme, si vous voulez des grands mots, c'est peut-être juste une différence, un malentendu, une différence d'usage des mots. Ce que les idéalistes appellent le monde, c'est ce que les matérialistes appellent le reste du monde, c'est-à-dire le monde privé du moi. Et de ce fait, ce que nous qualifions naguère d'une vision déterministe du monde ou d'une vision aléatoire du monde, deviennent deux visions aléatoires du monde, parce que la marche du monde, c'est-à-dire du reste du monde, ne dépend pas uniquement de l'état présent du monde, c'est-à-dire du reste du monde, mais également des signaux qui vont du moi vers le monde. Dans le premier cas, dans ce qu'on appelait avant le cas déterministe, ou alors d'une part des signaux qui vont du moi vers le monde, et d'autre part d'une source aléatoire, d'une source d'aléa, c'est ce que nous avions appelé avant la vision aléatoire. Mais stricto sensu, ces deux visions sont l'une et l'autre aléatoires, mais elles sont aléatoires pour des raisons tout à fait différentes. C'est-à-dire, dans un cas, c'est l'influence du moi sur le monde, c'est-à-dire le fait que je prenne un billet d'avion, que je décide d'aller à Florence, etc., qui change la marche du monde. C'est-à-dire, on va peut-être mettre un avion, on va peut-être affréter un avion parce que j'ai décidé de prendre un avion. Donc là, la marche du monde est changée parce que moi, j'ai pris une certaine décision. Et dans l'autre cas, la marche du monde est changée d'une part parce que moi, j'ai pris des décisions et j'ai influencé le monde, mais d'autre part, à cause d'une source d'aléa pure. Et une fois que nous posons ce cadre, nous pouvons complètement transposer l'argument que nous avions esquissé avant, et la manière dont il se transpose dans ce cadre est que notre liberté provient d'une source d'aléa, c'est vrai, mais cette source d'aléa, c'est notre volonté et les messages que nous transmettons au monde en étant situés à l'extérieur du monde, puisque nous sommes dans cette vision que nous sommes à l'extérieur du monde. Et notre liberté ne provient pas
d'une source d'aléa pur. Donc ce que nous appelons l'aléa, c'est-à-dire ce qui fait que le monde, ce que nous appelons le hasard, c'est-à-dire ce qui fait que l'état du monde demain ne dépend pas uniquement de l'état du monde aujourd'hui. Donc il est vrai que c'est ça qui nous donne notre liberté, mais parmi les deux causes qui font que l'état du monde demain ne dépend pas uniquement de l'état aujourd'hui, il y a le fait qu'il dépend de ma volonté, et il y a le fait qu'il dépend d'une source d'aléa pure, et c'est le fait qu'il dépend de ma volonté, et non le fait qu'il dépend d'une source d'aléa pure, qui fait que nous sommes plus libres. Alors pensez par exemple que le hasard quantique nous rend plus libres. C'est possible, mais cela demande de supposer que le hasard quantique ne vient pas d'une source de hasard pur, mais vient de l'influence de notre conscience qui est située hors du monde et qui influe le système physique, qui évolue aléatoirement parce qu'il influe sous l'influence de notre moi, sous l'influence de notre conscience. Alors, bien entendu, les interprétations de la physique quantique vont rarement jusqu'à une telle caricature. Mais cependant, cette idée a parfois affleuré au cours de l'histoire de la physique quantique, en particulier quand non seulement l'appareil de mesure, mais également l'observateur et parfois la conscience de l'observateur sont invoqués dans le caractère aléatoire de la mesure, dans la réduction du paquet d'ondes, dans la réduction du vecteur d'état, etc. Et donc, personne n'a jamais dit les choses d'une manière aussi caricaturale que ce que je fais, mais il y a un certain nombre d'interprétations de la physique quantique qui disent non, c'est pas l'appareil de mesure il est dans le monde, c'est l'observateur qui fait qu'il y a une particularité à la mesure et qu'il y a une forme d'indéterminisme, une forme de hasard dans la physique quantique. Alors, ces interprétations, elles posent cependant de redoutables difficultés qui ont été identifiées bien avant aujourd'hui. Alors, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand deux observateurs observent le même système ? Alors, il y en a un qui voudrait que le spin soit 1,5, l'autre qui voudrait que le spin soit moins 1,5, et comment est-ce que leurs influences arrivent à converger pour donner une valeur au spin lors de la mesure. Donc, ça marche un peu, mais à supposer que je sois seul au monde, seul à l'extérieur du monde, le seul observateur. Bon. Après, il y a une autre objection, c'est que personne d'entre nous n'a vraiment cette expérience subjective d'avoir choisi la valeur du spin d'un électron dans une mesure. Donc, on ne comprend pas très bien en quoi notre conscience pourrait avoir influé sur la valeur du spin. Et il faut se poser cette question de savoir si cette capacité de se placer à l'extérieur du monde, elle concerne uniquement les êtres humains. Alors peut-être ceux qui pensent que seuls les êtres humains ont une âme et que c'est cette âme qui est la conscience, etc. Oui, ils peuvent répondre oui, mais il faut se poser quand même la question de savoir si elle s'applique aux bonobos, si elle s'applique aux poulpes, si elle s'applique aux cailloux, voilà. Moi, j'ai l'impression que mon chien, il a cette capacité à réduire le paquet d'ondes, parce que là, quand je regarde dans son regard, je me dis, bon, c'est comme un être humain, mais il lui manque que la parole. En revanche, les poulpes, j'ai un peu plus de mal. Bon. Et puis, alors, bien entendu, avant qu'il y ait des êtres doués de conscience sur Terre, est-ce qu'il n'y avait jamais de hasard ? Si c'est la conscience des observateurs qui crée le hasard, qu'est-ce qui se passait quand il n'y avait pas de conscience ? Bon, donc c'est des difficultés insurmontables qui font qu'aujourd'hui, les physiciens qui parlent de la physique quantique sont beaucoup plus prudents et parlent de l'appareil de mesure, éventuellement de l'observateur qui n'est jamais qu'un physicien, c'est-à-dire qui n'est jamais qu'une partie du monde lui aussi, mais laisse la question de l'âme et de la conscience du physicien à l'extérieur de cette description du paquet d'ondes, de la réduction du paquet d'ondes, de la réduction du vecteur d'état, pardon. Alors, cette thèse idéaliste, selon laquelle nous sommes à l'extérieur du monde, nous avons la capacité d'influencer le monde, etc., elle est relativement cohérente, et d'ailleurs, elle a vécu quasiment 2000 ans en se portant très bien. Alors, bien sûr, vous avez compris que ce n'est pas tout à fait la thèse à laquelle j'adhère à cause des multiples difficultés qu'elle pose. Et il me semble qu'elle a l'avantage, en tout cas, il faut lui reconnaître, il faut reconnaître cet avantage, même une thèse à laquelle on n'adhère pas, elle a l'avantage qu'elle explique bien comment le hasard est le garant de notre liberté. Parce que le hasard n'est en fait que la manifestation de notre volonté, et si c'est la manifestation de notre volonté, bien entendu que notre volonté soit accomplie, c'est ça que nous appelons notre liberté. En revanche, si nous faisons l'hypothèse inverse, c'est-à-dire l'hypothèse que nous sommes à l'intérieur du monde, que nous sommes dans le monde, que nous sommes au monde, que nous sommes une partie du monde, alors il me semble extrêmement difficile de défendre que notre liberté provient du caractère aléatoire de la marche du monde, et il me semble au contraire plus raisonnable de postuler qu'elle vient
de la loi des grands nombres, c'est-à-dire du fait qu'à l'échelle macroscopique, nous sommes capables de maîtriser le hasard qui existe, comme Alain Aspect l'a très bien montré, qui existe à l'échelle microscopique, qui existe à l'échelle macroscopique, mais que nous pouvons un peu contrôler à l'échelle macroscopique. Et c'est peut-être là, et non dans le hasard, que c'est de là, et non du hasard, que provient notre liberté. Je vous remercie. Merci, Monsieur Doeg, pour cette présentation. Maintenant, on va passer aux questions. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Oui. Je voudrais redire avec force ce que tu as dit à la fin. Il faut arrêter de dire que, à cause de la physique quantique, le monde va au hasard. Et je vais reprendre l'exemple que j'ai donné de hasard quantique, de un photon qui arrive sur la lame semi-réfléchissante. C'est totalement au hasard, qui va soit d'un côté, soit de l'autre. Mais je prends un faisceau laser où j'ai 1 milliard, 2 milliards de photons, il y en a 50% qui vont aller d'un côté, il y en a 50% qui vont aller de l'autre, et on va dire que c'est parfaitement déterministe, un faisceau lumineux qui tombe sur la lame semi-réfléchissante est coupé en deux de façon déterministe. Donc il faut quand même rappeler ça aux gens qui invoquent l'indéterminisme quantique pour dire que le monde va au hasard. Comme tu l'as dit à la fin, à cause de la statistique, comme Lachiez-Rey l'a dit, dès l'instant où tu commences à mettre la loi des grands nombres, eh bien, tu passes des fluctuations qui sont très grandes quand on a des systèmes microscopiques à quasiment du déterministe. Donc, je ne dis pas que tu ne l'as pas dit, mais je dis il faut le dire et le répéter. Eh bien, je le répète, la loi des grands nombres nous permet de contrôler le hasard quantique. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier tous les deux d'avoir fait votre intervention avant moi, parce que ça m'a beaucoup permis de m'appuyer dessus, plutôt que de répéter des choses que vous avez déjà dites. Merci, mais c'est une remarque, pas une question, donc je ne vais pas répondre aux commentaires. Oui, merci beaucoup pour cette conférence. Vous avez bien montré en quoi, finalement, la théorie des grands nombres, non pas annihile la liberté individuelle, mais au moins la rend extraordinairement relative. Ma question est la suivante, est-ce qu'il ne faudrait pas reculer la focale et plutôt que de se poser la question de la liberté humaine, se poser la question de la somme de toutes les libertés, c'est-à-dire la liberté de l'humanité, comme étant le seul facteur exogène du système que forme l'univers. C'est-à-dire, en gros, est-ce que finalement tout n'était pas déterministe dans l'univers jusqu'à ce que l'homme arrive? Et est-ce que le rôle de l'homme, c'est pas d'être le seul faisceau de choses qui n'aient pas été prévues, c'est-à-dire le seul faisceau de hasard dans un univers entièrement déterministe? Alors, j'aurais plutôt tendance à ne pas être d'accord avec vous. Alors, c'est bien entendu une thèse qui est extrêmement intéressante, qui mérite d'être examinée, etc. Beaucoup de gens seraient d'accord avec vous. Juste pas de chance, vous posez cette question à la mauvaise personne. Je crois que dire que l'humanité serait une source exogène de hasard dans un monde déterministe pose implicitement l'humanité à l'extérieur du monde. Voilà, donc placer l'humanité à l'extérieur du monde, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de tout à fait possible. Hein. Il y a des milliers de personnes qui, avant nous, ont cherché à expliquer la différence entre l'âme et la matière, etc. Mais j'aurais plutôt tendance à présenter l'humanité comme une source endogène de liberté. Et c'est cette tension entre endogène et liberté qui me semble intéressante de creuser. Parce que oui, si on est complètement hors de l'univers, hors du monde, etc., oui, c'est facile d'apporter de la liberté. Mais essayer d'apporter de la liberté de l'intérieur, ça me semble un défi qui est sans doute plus difficile, mais qui me semble à la fois plus exaltant et peut-être aussi plus utile. Oui, je vous ai dit, il y a plein d'acceptions du mot liberté dans le dictionnaire. Alors, il y en a une, par exemple, qui est la notion de liberté publique, la notion de liberté politique. Bon. Donc, si nous voulons aller d'une notion de liberté métaphysique à une notion de liberté
politique, ça me semble plus intéressant de nous placer à l'intérieur de la société que de penser que nous formons des âmes situées à l'extérieur du monde. Je crois que c'est de l'intérieur du monde que nous pouvons changer le monde et pas vraiment de l'extérieur. Donc vous voyez que c'est à la fois une position métaphysique, mais c'est aussi une position qui pose des questions sur la notion, par exemple, de liberté publique ou de liberté politique. Je ne vais pas défendre, je ne vais pas discuter de ça aujourd'hui parce que, voilà, il y a d'autres orateurs et on ne peut pas passer la nuit à discuter de cette question. Mais cette articulation entre liberté métaphysique et liberté politique, je crois qu'elle se pose d'une manière plus intéressante si nous plaçons l'humanité à l'intérieur du monde que si nous plaçons l'humanité à l'extérieur du monde. J'aurais une question concernant le courant matérialiste illusionniste en fait qui stipule que la conscience en fait ne serait qu'une illusion et qu'au final, enfin, j'ai été marqué par certains papiers soit en neurosciences, soit en les sciences du neuromarketing ou ce genre de choses qui montraient qu'au final la notion de conscience pourrait être une illusion. Et in fine, la notion de liberté serait quelque chose qu'on nous projette et qu'on vivrait et qui en plus est difficile à vivre pour les autres en fait au final. Donc ça pourrait tout à fait être crédible et j'aurais aimé avoir votre point de vue sur la question en fait. Alors je vais répondre oui à votre première question et non à la seconde. Alors tout d'abord, la notion de conscience. Quand vous avez un mot du langage courant et qu'il passe dans le langage scientifique, il n'y a que 3 possibilités. Alors, il y a la possibilité, par exemple, du mot « poids », qui va prendre, dans le langage scientifique, une signification très particulière, à tel point qu'on est obligé de créer un autre mot « masse » à côté pour distinguer la masse du poids. Donc, le poids dans le langage courant est différent du poids dans le langage scientifique, et la scientifisation du langage a fait qu'on a défini une acception particulière du mot « poids » qui n'est pas complètement indépendante de sa signification dans le langage courant, mais qui est beaucoup plus précise. Donc ça, c'est une première possibilité. Il y a une deuxième possibilité, c'est que par une espèce de miracle, eh bien, les deux notions coïncident complètement. Alors on va dire peut-être la notion de triangle est comme ça. C'est la même chose, un triangle dans la vie courante et un triangle en géométrie. Mais ce qui se passe le plus souvent, c'est ce qui est arrivé au mot phlogiston, c'est-à-dire, ou au mot, peut-être pas chaleur, je ne vais pas dire chaleur, mais au phlogiston, voilà. Bon, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien faire toute la thermodynamique sans supposer la notion de phlogiston, et on pouvait très bien faire de la même manière toute la physique, toute la mécanique, pardon, sans utiliser le mot impetus. Le mot impetus, bon, alors c'est ce qui fait que quand vous jetez un boulet de canon, il continue à avancer après que votre main a cessé de contraindre son mouvement, voilà, tout comme on disait avant Galilée. Voilà, alors après on peut couper les cheveux en 4 et dire est-ce que l'impetus c'est la même chose que l'impulsion, qui est la même chose que la quantité de mouvement ou pas, mais enfin bon, on va dire qu'on a supprimé ce concept. Donc le mot conscience, si on veut donner une définition scientifique de ce qu'est la conscience, ça sera l'un des 3 cas. Alors vraisemblablement, on ne va pas faire disparaître le mot conscience comme on a fait disparaître le mot phlogiston, mais j'en sais rien. Vraisemblablement, on ne va pas trouver un concept scientifique qui correspond exactement à l'acception habituelle du mot conscience, parce que là, enfin, bon courage. En revanche, il se peut qu'on coupe le mot conscience en 5 ou 6 notions distinctes, comme on a coupé poids en masse et poids, c'est-à-dire qu'on ait la conscience morale, la conscience de soi, etc., qui sont des notions quand même assez différentes. On appelle ça la conscience. Et dans un cas comme dans l'autre, enfin, dire que on découpe le mot conscience ou qu'on le fasse complètement disparaître, ça veut dire qu'on va créer un nouveau vocabulaire et que le mot conscience nous paraîtra comme une espèce d'archaïsme qui nous reste d'une époque où on n'avait pas bien encore compris comment les concepts s'agençaient. Donc oui, je suis assez proche de cette idée que le mot conscience, pour le moment, nous embarrasse et qu'il faudrait essayer de le remplacer par des mots un peu plus précis. Alors après, sur le fait que si on fait ça sur le mot conscience, il faut faire la même chose sur le mot liberté, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que précisément, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fait des efforts jour et nuit pour arriver à donner une définition du mot liberté qui ne repose pas sur le mot conscience.
Donc toute la construction du modèle que je vous ai présenté, etc., le seul but, c'était de vous dire, on va définir la liberté et on va parler de conscience après. Et on ne va pas faire reposer la liberté sur la conscience. Et je crois que c'est comme ça qu'on va pouvoir sauver la notion de liberté, même si la notion de conscience disparaît ou est très... enfin, passer dans le shaker, là, vous voyez, vous mettez la liberté, hop, et à la fin, il y a autre chose. Donc oui, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut vraiment réfléchir aux usages que nous faisons du mot conscience, en particulier dans le vocabulaire scientifique. Mais non, je crois que la conscience et la liberté sont des questions relativement distinctes. Merci pour ces questions. Je suis désolée, le temps tourne, je ne peux pas prendre plus de questions. Donc, sans attendre, on va passer à la synthèse. Et merci encore, Monsieur Douek. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je vais commencer par rappeler la question qui était posée. Donc, sommes-nous plus libres parce que le monde va au hasard? Gilles Douek a commencé par expliquer que ce qu'il souhaitait discuter, en fait, c'était la thèse selon laquelle il y a un lien logique entre hasard et liberté. Et il a commencé par rappeler l'argument traditionnel selon lequel, dans un monde déterministe, le futur serait déjà écrit au moment où je parle. Et donc, il a fait remarquer que dans cette réflexion, les termes déterminisme et indéterminisme sont bien définis, mais pas le terme de liberté. Il a ensuite remarqué que dans cette conception traditionnelle, on se place hors du monde, de la même manière que le chimiste se place à côté de son éprouvette. Et donc la démarche de Gilles Douek aujourd'hui a été d'aller contre cette conception historique et traditionnelle, selon laquelle on serait hors du monde, et de faire l'hypothèse contraire, donc l'hypothèse selon laquelle nous serions dans le monde. Donc, il a ensuite défini les notions de volonté et de possibilité, ce qui lui a permis de définir la liberté à partir de ces notions. Un sujet étant dit plus libre qu'un autre s'il a davantage de volonté ou de possibilité que cet autre, davantage de volonté ou de possibilité qu'un autre d'accomplir une action. Donc Gilles Douek a poursuivi par une expérience de pensée où il a imaginé en fait un monde où, en prenant l'avion pour Florence, en Italie, on pourrait se retrouver, on aurait autant de chances de se retrouver à Florence qu'à Limoges ou qu'à Roubaix. Donc je suis désolée pour les habitants de Limoges et de Roubaix, parce que j'ai quand même senti dans cette petite expérience qu'il était préférable de se retrouver à Florence qu'à Limoges ou à Roubaix. Mais bon, ça c'est peut-être moi qui surinterprète. Donc je m'arrête là. Donc Gilles Douek a ensuite fait remarquer que dans ce monde aléatoire, donc où on aurait autant de chances de se retrouver à Limoges qu'à Roubaix ou à Florence en prenant l'avion, il semble qu'on ne pourrait pas dire, enfin ça serait étrange de dire qu'on serait plus libre. Et donc, pour conclure, donc Gilles Douek est revenu à l'hypothèse idéaliste selon laquelle nous serions hors du monde et a proposé de la réconcilier avec la position matérialiste, en considérant que ce que les uns appellent le monde correspond en fait à ce que les autres appellent le reste du monde. Et il a ensuite proposé de transposer donc ces premières conclusions d'un monde matérialiste à un monde idéaliste. Donc pour finir, si je rappelle la question défi, sommes-nous plus libres parce que le monde va au hasard? Donc si j'ai bien compris, la réponse de Gilles Douek c'est non, ce n'est pas dans le hasard qu'il faudrait chercher la liberté, mais peut-être davantage aller voir du côté de la théorie des grands nombres.